Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet au regard des lanceurs d'alerte ou des donneurs d'alerte, appelez-les comme vous voulez. Au fond, j'ai voulu vous pousser à vous interroger en fait. Être donneur ou lanceur d'alerte, c'est quoi? C'est juste être citoyen, civique et collectif, c'est-à-dire pas ne pas penser qu'à soi, mais à penser également à l'intérêt collectif et général. Normalement, ça devrait être les élus qui le font, ça. Les gens qui nous représentent, les tribunaux. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a un défaut de respect et d'application des droits, donc en fait, il faut prendre les choses en main. Il faut être citoyen responsable à mon sens. Donc pourquoi l'inspiration de ce sujet? Parce que je regarde énormément de sujets sur les donneurs d'alerte, sur la protection, l'encadrement de leurs droits, etc. Et puis si vous me connaissez un peu, vous savez bien que depuis plusieurs années, en fait, je suis très active et je prends beaucoup de risques également personnellement dans l'application des droits et respect des droits. Alors allez voir notamment cette chaîne qui s'appelle Single Viewer et notamment le cas de figure de Stéphanie Gibaud. En fait, c'est une lanceuse d'alerte. Je vous invite à aller voir puisque on a pas mal de similitudes avec cette femme. Alors j'ai voulu vous faire part également du commentaire en fait que j'ai pu ajouter. Donc c'est quoi l'expérience d'un donneur d'alerte? J'ai mis dans la peau d'un donneur d'alerte. Alors c'est très subjectif, ça ne regarde que moi. Néanmoins en fait la première problématique du donneur d'alerte, c'est que le donneur d'alerte a envie de parler en fonction de ses valeurs. Vos valeurs, elles sont internes et personnelles, subjectives, c'est fonction de vos expériences, de votre éducation familiale ou alors voilà l'inné et l'acquis, on appelle ça d'ailleurs. Bref, le problème c'est que le donneur d'alerte, il a envie de parler, il ne peut pas parler, ou alors il peut parler mais personne ne l'écoute. Pourquoi? Parce que quand vous parlez aux instances représentatives, aux tribunaux, que vous constituez les dossiers, les matérialités de fait, même si les matérialités de fait sont évidentes, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas aidé. Et pour autant, de l'autre côté, vous êtes sous le secret de l'instruction et voilà, même des risques de diffamation. Donc, votre bienveillance, en fait, à l'égard des citoyens et pour la protection des droits des hommes et notamment des enfants surtout, peut être retournée contre vous. Alors c'est voilà, est-ce que ça va dans le sens de la protection et de l'application des droits? Je ne sais pas, mais bon. Alors bref, il y a quelque chose qui est très dur psychologiquement pour un donneur d'alerte, c'est qu'il ne peut pas parler, justement. Il ne peut rien dire. Et en plus de ça, il y a d'autres éléments, en fait, qui viennent endurcir, je dirais, la vie et le proactivisme d'un donneur d'alerte. C'est que, par exemple, je vais prendre mon cas personnel, donc c'est complètement subjectif, libre à chacun d'avoir ses propres expériences. Donc, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas parfaite, je ne suis personne, j'essaie de m'améliorer. Je fonctionne dans l'amélioration continue et j'essaie surtout en fait d'améliorer la vie des autres et de faire en sorte que les droits et les libertés soient appliqués. On a bien une déclaration universelle des droits des hommes et il convient de la respecter. Alors personnellement, être lanceur d'alerte, donneur d'alerte, appelez-le comme vous voulez, ça peut conduire à pas mal de choses. En fait, déjà perso, plus de salaire. En fonction de vos valeurs, pas d'aide sociale non plus, ou voire même, voilà, vous avez des droits acquis, et le fait de mettre en place un dossier, il faut plusieurs années pour que celui-ci soit défendu. Donc dans tous les cas, vos droits sont bloqués. Même si vos droits sont acquis, ils sont bloqués et vous n'avez aucune indemnité, même si vous avez travaillé, payé vos impôts pour les avoir. Donc ça, c'est la contrepartie. Donc il faut être plutôt tenace et ne pas être un matérialiste aimant vivre dans le confort et pleinement dans le confort, parce que vos revenus peuvent être complètement coupés. Voilà, c'est la contrepartie pour faire appliquer des droits et des libertés. À côté de ça, j'ai envie de dire, pourtant moi personnellement, je ne changerai rien, je tiendrai encore et encore jusqu'au bout du bout pour faire respecter et appliquer au moins les droits et les libertés, l'équité, la parité des enfants. Voilà, parce que je pense que c'est un devoir de protection, même si personnellement je n'en ai pas. Voilà, personnellement, ça peut paraître bizarre, mais quelque part, moi je ne préfère pas en avoir, c'est hyper subjectif, je vais pouvoir choquer certains en disant ça. Voilà, moi je prends mes responsabilités, c'est subjectif, mais moi personnellement, avoir un enfant au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est criminel et je n'ai pas envie de le mettre dans une société dans laquelle en fait cet enfant n'est pas de toi ou encore voilà. Donc je pense que c'est criminel. Mais c'est hyper personnel. Après, forcément qu'il faut des gens qui aient des enfants, parce que quand je vois les digital natives ou les nouveaux ados qui arrivent actuellement, quand je parle avec eux, waouh, franchement, ils me donnent beaucoup d'espoir parce que nos enfants maintenant, ils sont hyper cultivés et très empathiques et civiques, et certains sont vraiment très proactifs dans la protection des droits. Donc il ne faut pas sous-estimer les enfants, il faut en faire, mais voilà, pensez sensibiliser, empathie, je pense. Allez, je reviens sur le sujet. Donneur d'alerte, à chacun sa sensibilité. Moi, personnellement, j'ai la même sensibilité que Stéphanie Gibaud. C'est-à-dire que je suis très sensible au blanchiment, fraude, terrorisme, corruption, abus de faiblesse, abus de pouvoir, abus de privilèges, défaut d'application des droits, des respects des libertés, défaut de protection des biens communs, spéculation, voire sur les biens communs, etc., etc. Donc, on a à peu près les mêmes sensibilités. Pourquoi et comment moi j'agis? Exemple, pour mes 3 derniers mois de travail, c'est des nuits
des nuits blanches, des mois passés à travailler. Il paraît que je suis belle, intelligente, sportive, dynamique, que je devrais sortir, bouger, m'éclater, faire la fête avec mes amis. Ben moi personnellement, oui, je le fais, mais à côté, j'ai pas envie de passer ma vie à m'éclater en regardant la misère du monde et les génocides qui sont en train de se mettre en place. Moi, personnellement, je préfère passer et donner mes temps libres à des personnes qui en auraient besoin, et notamment comme moi, hein, mais surtout d'autres. Donc, qu'est-ce que je fais pour ça? Bah, par exemple, mes 3 derniers mois, c'est 13 dossiers. Rédigés en français, voire même en anglais, qui font parfois plus de 50 pages avec des pièces jointes de matérialité des faits. C'est des nuits, des mois, des années d'investigation que je dirais entre parenthèses gratuites. Je pense que c'est un devoir civique, donc je le mets à contribution des citoyens et j'essaie d'activer les avocats, les tribunaux, les instances, conseils de l'Europe, ONU, ONG, organisations internationales pour défendre ses droits et ses libertés et faire invalider et rétablir tous ces non-conformités majeures, voilà, qui engagent des risques humains qui sont juste massifs. Donc dans mon cas de figure, par exemple, c'est plus de, sur 3 mois, allez, des dossiers où j'ai ciblé 400 destinataires, donc c'est des allers-retours au bureau de poste, je vous raconte pas, même le bureau de poste qui me ferme ses portes parce que ils n'ont plus de recommandés, ils ne veulent plus en commander, ils ne veulent plus valider mes dossiers, ils ne veulent plus me voir. Mais bref, c'est pas grave, je reviens, et bref, plus de 400 destinataires internationaux, c'est l'exemple que de 3 mois, hein. Des recommandés qui sont de plus de 2 500 euros. Moi, personnellement, je m'en fous de pas me nourrir. Ma première valeur, c'est de respecter les droits, les libertés. À côté, je préfère me priver. C'est comme ça, donc je fais bref. Actuellement, j'ai pas de réaction des institutionnels, toujours pas, avocats notamment. On voit bien que même les avocats en fait se détournent de leurs responsabilités. Les bâtonniers non plus n'agissent pas, enfin personne n'agit face aux responsabilités respectives, aux matérialités plus qu'évidentes. Je souhaite préciser que malgré les risques encourus, je constate que personne ou peu ne semble malheureusement porter trop d'attention aux donneurs d'alerte. Perso, j'ai décidé d'abandonner mes beaux gros salaires d'auparavant car en fait ils ne correspondent pas absolument pas à mes valeurs. Donc moi je préfère me couper de la société de consommation. Tant pis pour ce qui va m'en coûter. De toute manière, je n'ai pas d'enfant, donc je peux me permettre de souffrir. Il n'y a que moi qui souffre, je ne fais souffrir que moi. Donc moi je préfère agir civiquement pour tous, mais attention à la contrepartie parce que être donneur ou lanceur d'alerte, ça peut avoir des côtés risques, menaces, ça peut vous ruiner, vous faire perdre même votre compagnon, votre duo de vie qui était resté à vos côtés pendant plusieurs années. Et ben lui aussi il peut décider de vous accompagner parce que en quelque sorte parfois c'est vous qui portez les couilles et pas lui. Voilà, donc c'est très difficile de trouver non, c'est pas joli ce que je viens de dire, mais et puis ça montre que je suis frustrée. Mais c'est pas joli. Non, ce que je veux dire, c'est que si vous avez une personnalité qui est rare, forcément qu'il est très difficile de trouver une personnalité qui vous corresponde. Donc ça peut vous conduire aussi à vous isoler, vous laisser dormir à la rue, dehors, dans la peur, le froid même, parce que bien sûr personne ne veut vous aider pour trouver un logement et à partir du moment où vous n'avez plus de fiche de salaire, vous pouvez pas trouver de logement. À partir du moment où vous n'avez pas de garantie, personne ne vous fera confiance. Aucun organisme social ne vous aidera puisque face à vos précédentes fonctions, vous avez des salaires qui étaient caractérisés de corrects sur vos fiches d'imposition et de revenus, donc vous rentrez dans aucune catégorie, et puis même quand vous sortez des catégories, de toute manière, vous n'avez plus rien, vous n'aurez plus de protection sociale, ni de mutuelle, plus rien, plus d'accès aux soins et santé, oui, ça peut aller jusque-là. Donc c'est une contrepartie. Moi personnellement j'accepte de mettre ma santé de côté. J'accepte même un jour que peut-être il m'arrive quelque chose, hein, tout simplement. C'est comme ça. Je ne peux rien y faire, mais je ne peux pas me taire et je ne me tairai jamais. Pourquoi? Parce que pour moi les valeurs humaines et surtout celles des enfants sont dans mes tripes. Voilà. Donc j'ai mis à côté, dommage, car si chacun était proactif en termes d'application des droits et des libertés, on n'en serait pas à ce niveau de non-conformité systémique et systématique et de laisser faire. Exemple de non-conformité, risque majeur pourtant, il y a beaucoup de risques de génocide, c'est même pas des risques de génocide, j'ai envie de dire, c'est vraiment, il y a des génocides en cours, des financements d'armes nucléaires, bactériologiques. On n'a qu'à aller voir ce que détiennent la Russie, les États-Unis, quelle stratégie ils pensent mettre en place pour disséminer les populations, ou les probabilités que ça se mette en place. Jusqu'où pourrait aller l'avidité de la finance, on ne sait pas, mais les risques sont majeurs. Ils sont flagrants, on les a devant les yeux, personne ne les ignore et pourtant on laisse faire le poids de la finance, de la corruption, du blanchiment, des fraudes terrorisme, etc.
Donc ça, aujourd'hui, voilà, ça engendre une montée de la précarité, une montée de la paupérisation. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a des indicateurs d'alerte majeurs, puisque si vous sillonnez le monde et que vous passez votre temps également, ou que vous donnez un peu de votre temps, euh, à vous informer sur comment vivent les gens, comment souffrent les gens, quelles sont les conditions et pourquoi les gens sont arrivés à vivre à l'extérieur, comment une femme SDF vit, comment elle est considérée si elle va porter plainte, essaye de porter plainte parce qu'elle est abusée dans la rue, enfin bon bref, la condition des femmes qui sont battues, et j'en passe, les conditions de travail, comment est respecté et appliqué le code du travail, comment on crée des banques, comment les banques peuvent exercer sans agrément, comment les banques sont autorisées à frauder, comment les banques sont autorisées à spéculer avec votre argent sans que personne ne réagisse. Comment est-ce qu'on laisse mettre en place une BRDD, c'est-à-dire une directive qui autorise les banques à se refinancer sur vos deniers, c'est-à-dire à utiliser votre épargne pour combler ces trous alors que eux se reversent de belles et gracieuses dividendes? Comment cette vitrine de Transparency International, des ONG, la Ligue des droits des hommes, etc., essayer de leur envoyer des dossiers en masse et des courriers en masse? Vous allez voir que ce sont des belles vitrines et que personne ne vous contacte et que voire même une fois que vous êtes blacklisté, vos courriers, ils reviennent à l'expéditeur et l'envoyeur. Donc voilà. Donc est-ce que derrière tout ça, on n'a pas une belle vitrine? Alors maintenant, j'ai eu envie de revenir au sujet et j'ai eu envie avec vous de me mettre dans la peau d'un lanceur et un donneur d'alerte et de réfléchir avec vous sur qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte, pourquoi être lanceur d'alerte, pourquoi autant de lanceurs d'alerte aujourd'hui, quelles incidences sur le devenir des lanceurs d'alerte, être lanceur d'alerte, les lanceurs d'alerte sont-ils protégés, etc., etc. Et conclusion. Alors je vous invite à me suivre dans le prochain cast, puisque c'est le prochain cast. À tout à l'heure si vous souhaitez en savoir plus.